Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de ses parents, ça se passe dans le sud-ouest de Montréal, mais ça s'est vécu ailleurs, là, qui ne veulent pas avoir un lieu d'injection supervisée à proximité de leur école de quartier. Oui, voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, comme tu viens un peu de le situer, le contexte, c'est des parents d'une école du sud-ouest qui, aujourd'hui, d'ailleurs, demandent au gouvernement du Québec d'annuler carrément l'ouverture de ce centre qui doit ouvrir dans 3 semaines. C'est un centre qui est relié à la maison Benoît Labre, qui est déjà une maison pour itinérants, qui leur donne toutes sortes de services très utiles, il faut quand même le dire. Là, je pense que c'est important de dire qu'on a un gros problème, on le sait, d'itinérance au Québec et en général, pas qu'à Montréal, là. Et donc, il y a un besoin réel pour desservir cette clientèle parce qu'elle est partout. Puis je pense que tout le monde peut en témoigner. On voit tous les jours des itinérants toxicomanes, souvent, malheureusement, qui sont ici et là dans la ville, qui couchent dehors. Puis là, à l'approche de l'hiver, ça devient un problème de plus en plus criant auquel il faut réfléchir. Une des pistes de réflexion, c'était justement de dire, donnons-leur à ces, entre autres, toxicomanes qui sont dans la rue et qui souvent n'ont pas d'endroit autre pour consommer, donnons-leur un centre où ils vont pouvoir consommer sous supervision. Et c'est vrai que le projet du centre d'inhalation supervisée de la maison Benoît Labre est assez unique. Il n'y en a pas au Québec. C'est unique à Montréal, mais c'est unique au Québec. Il y a d'autres centres du genre dans le Canada. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie cet après-midi. Non plus, c'est pas un centre d'injection, c'est un centre d'inhalation. Et c'est intéressant. Mais ça revient au même dire, les craintes des parents, à mon avis, c'est identique à un centre d'injection. C'est le même. Parce que, tu vois, moi, je ne le savais pas, mais j'ai appris aujourd'hui, en faisant ma recherche, que la plupart des drogues, maintenant, ne sont plus injectées. La majorité des drogues sont fumées et non plus injectées. Tu sais, on a encore, moi je me souviens d'avoir fait tellement de reportages à l'époque. Tu sais, on comptait les seringues là, dans l'est de Montréal. Tu allais dans un parc dans le quartier ici, un peu partout à Ville-Marie, autour là, de nos bureaux, puis t'en trouvais partout. Maintenant, t'en as beaucoup moins parce que les gens qui consomment ne vont pas s'injecter, ils vont plutôt fumer. Fait qu'ils vont fumer du crack, fumer du fentanyl, fumer du crystal meth, ils vont fumer tous ces opioïdes dangereux pour la santé et qui risquent de créer des surdoses. Là, c'est ça qu'on craint surtout. Donc, c'est surtout fumer, donc inhaler. Donc, on dit un centre d'inhalation, ça va réduire les risques de mort par surdose. On a parlé de cette crise des opioïdes. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont morts. Écoute, je cherchais le chiffre exact, puis on a de la misère à savoir tout à fait combien, parce qu'il y a même des cas où c'est pas très clair, mais c'est plusieurs centaines de personnes depuis les dernières années qui ont perdu la vie, on en a même retrouvé sur le pont Jacques-Cartier, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, 2 frères qui avaient été retrouvés, là, qui avaient fait une surdose de fentanyl, pensant acheter autre chose. T'sais. Alors, il y a énormément de cochonneries là-dedans, là, je le dis pour les gens là, qui seraient tentés d'essayer jamais ça, puis si vous en consommez déjà, dites-vous bien que plus ça va, puis je parlais à des experts là-dessus dernièrement, et pire, c'est la qualité est de moins en moins bonne. Ils coupent ça avec n'importe quoi. C'est pas du bicarbonate de soude, là, c'est souvent des produits chimiques, c'est de la cochonnerie, tu sais. Puis les gens fument ça, t'imagines. Puis c'est des gens qui sont dans une grande détresse, il faut le rappeler. Je te parlais d'itinérance parce que itinérance et toxicomanie, malheureusement, vont souvent de pair. Pas toujours, mais souvent. Ce qui fait que cette maison-là s'est dit, donnons ce centre d'inhalation supervisée, c'est-à-dire les gens vont pouvoir y aller, fumer leur drogue qui fumerait dehors, de toute façon. Là, ils vont avoir un lieu pour le faire, encadré d'experts, de superviseurs. Mais là, si tes enfants vont à l'école à pied, puis il y a le centre sur le chemin. C'est ça. Sauf que, puis là, je te parlais de cette étude qui vient de sortir, là, il y a à peu près 2 ans, qui est sortie aujourd'hui, qui a mesuré les impacts néfastes sur le voisinage. Ce qu'on dit, c'est une chercheure de l'Institut national de la recherche scientifique, Caroline Côté-Lucier, qui a examiné une quarantaine de sites d'injection supervisée au Canada. Et son étude démontre qu'en moyenne, les centres d'injection sont à peu près à 600 mètres d'un établissement scolaire.
là où on veut faire le centre à Montréal, là, dans le quartier du Sud-Ouest. En fait, c'est dans le quartier Atwater. Si vous demandez, c'est en face du marché Atwater. C'est à 80 mètres de l'école. Oh. C'est à moins de 100 mètres de l'école. Fait que, tu sais... Ça, c'est vraiment proche, là. Moi, sincèrement, c'est un dossier que je me suis vraiment... Tu sais, souvent, là, ton opinion, elle vient vite. Hein. Moi, je suis assez vite pour me faire une opinion sur quelque chose, je t'avoue, des fois trop vite, mais... Puis je change d'idée, puis il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Mais dans ce cas-ci, ça fait au moins 2-3 semaines que je réfléchis à la chose parce que le débat est lancé depuis plusieurs semaines. Là, ça ouvre dans 3 semaines, puis je me dis, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Je suis pour, je suis contre, moi, cette affaire-là. Je suis pour le fait qu'on ait un centre d'inhalation supervisé. Je pense qu'on n'en est plus à débattre de l'impact positif que ça peut avoir pour ce genre de personnes qui vont de toute façon aller fumer dans la rue, qui vont de toute façon traîner, qui vont de toute façon représenter un risque pour le quartier à la rigueur. Ils sont déjà dans ce coin-là. C'est d'ailleurs les arguments des gens de la maison Benoît Labre. En même temps, moi, je me mets à la place des parents d'école. J'allais souvent dans ce coin-là porter mes filles à l'école. Je connais bien ce coin-là. C'est pas très loin de chez moi non plus. Puis je me dis, à moins de 100 mètres d'une école, tu sais, on le dit, là, la moyenne, là, c'est 600 mètres d'une école. Un demi-kilomètre, t'es plus à côté. Là, c'est à côté. C'est à côté. Donc là, j'ai un peu de misère à être complètement en faveur du projet, tu comprends? Autant je veux être d'accord, parce que je me dis ça fait œuvre utile, autant je me mets tout à fait à la place des parents et des gens du quartier. Il n'y a pas que les parents, il y a les commerçants également qui s'inquiètent. C'est un endroit, tu sais, il y a une mixité, mais c'est quand même, tu sais, t'as plein de commerces, c'est centre-ville de Montréal quand même. On dit du Sud-Ouest, mais c'est pas mal centre-ville, tu sais. Donc, ça soulève des enjeux. Le plus grand enjeu pour moi... Ça va être supervisé, là. Pourtant, les gens, quand ils ressortent de là... mais ils rentrent, ils sortent. Non, mais quand ils sortent, là, ils sont gelés comme une balle, là. Ah, ben oui, s'ils sortent. Mais là, l'idée... Excuse-moi, là, c'est un bon point. C'est ça pareil. Qui m'amène à expliquer aussi qu'il y aura quand même une 40aine d'hébergements. C'est des studios. Donc, est-ce que... Aussi, l'autre chose, là, moi, j'ai pas pu parler à la directrice, puis aujourd'hui, semble-t-il qu'elle répondait pas à aucun média. Elle a écrit, entre autres, à la presse pour dire on va travailler avec le quartier, puis avec les gens, puis je comprends les craintes de tout le monde. Fait qu'elle démontre une certaine ouverture. Elle n'a pas l'air d'une fille boquée, là. Mais c'est sûr qu'elle, on lui a donné une mission, puis elle travaille dans le communautaire, puis elle voit bien que ça fait œuvre utile. En même temps, il faut qu'il y ait de l'acceptabilité sociale. T'sais, c'est quelque chose dont je te parle souvent. Pour moi, c'est majeur qu'on essaie de nous passer une usine à batterie ou un centre d'inhalation supervisé. Il faut que ça se fasse avec l'accord des gens de l'environnement, du quartier, de la communauté. Tu peux pas rentrer dans la gorge des projets puis t'attendre à ce que les citoyens réagissent pas. Il faut que les citoyens soient d'accord. Et après, on n'est pas cave. Je pense que les parents peuvent comprendre. Là, à la base de ce projet-là, là, est en construction, est quasiment fini. C'est un nouveau building, là, ils l'ont construit. Comment ça se fait qu'on l'apprend trop tard? C'est encore ça, l'autre affaire. Comment ça se fait que les parents du coin, les gens du quartier sont mis devant le fait accompli avec à peu près pas c'est un peu tard, puis là, ils se font pointer du doigt avec, là, c'est ça, vous en voulez pas, c'est le syndrome pas dans ma cour. Mais des fois, le pas dans ma cour, il y a une raison aussi, t'sais. Mais la raison peut-être pourquoi ils l'ont pas su, c'est qu'on s'est dit qu'il va y avoir de l'opposition, mais une fois que c'est construit, il est trop tard. Là. C'est le principe du métro de Laval, ça. Non, mais c'est le principe de beaucoup de projets. On raconte que Gilles Vaillancourt, tu sais, sur le dépassement de coûts, là, disons, si on avait dit vrai coût au départ, les gens auraient dit c'est trop cher. À cette heure, il est fait, il est trop tard. Merci Isabelle. Merci. Cet épisode